bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes en direct. Nous sommes ravis de vous retrouver au 139 pour ce premier Idée Jeudi. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir Gilles Babinet et Mathias Lévy-Noguer et nous allons parler de technologie et d'habitat. Alors Mathias, bonjour. Bonjour Benoît. Donc vous êtes directeur général de Logéocène. À ce titre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sont les Idées Jeudi et le 139 plus généralement? Écoutez, merci Benoît, bonjour à tous. Donc très heureux d'ouvrir ce premier Idée Jeudi et très heureux de le faire avec Gilles Babinet. Nous sommes, Benoît et moi, physiquement ici au Havre. Nous sommes au siège de Logéocène. Donc Logéocène, c'est une entreprise très nouvellement créée, parce qu'elle a 3 jours. C'est le résultat d'une fusion récente entre 2 sociétés, Logéocène Estuaire et Logicène, qui s'est déroulée lundi dernier. Et Logéocène, c'est une entreprise sociale, c'est-à-dire une entreprise privée à but non lucratif, une entreprise de l'économie sociale et une entreprise qui intervient dans tous les domaines de ce qu'on appelle l'habitat abordable, c'est-à-dire le logement social en location, le logement en accession, le syndic social, etc. Et qui le fait en Normandie et en Île-de-France, et avec une très forte centralité sur ce qu'on appelle l'axe Seine, c'est-à-dire cet axe de développement qui va du Havre à Rouen jusqu'à l'Île-de-France, qui est vraiment le territoire d'intervention prioritaire de Logéocène. Et plus concrètement, nous sommes aujourd'hui donc au 139, comme l'a dit Benoît, c'est-à-dire que nous sommes dans un lieu qui est greffé à notre siège, qui est un lieu qui a été créé il y a 2 ans pour penser le futur de l'habitat sur l'axe Seine. C'est un lieu original, c'est un lieu très dynamique, où il y a à la fois un incubateur, un espace de coworking, un lieu de manifestation qui permet d'organiser des événements de toute nature. Et au 139, depuis là où nous vous parlons, nous avions lancé il y a maintenant près d'1 an un cycle de mini-conférences qu'on appelait les déjeudis. C'est des conférences qui se tenaient 1 fois par mois à l'heure du déjeuner et qui permettaient à un intervenant extérieur de venir plancher en quelque sorte devant un public assez large. Et bien sûr, ce cycle de conférences a été interrompu par la crise sanitaire. Et là, à l'occasion de la création de Logéocène, on a décidé de le relancer, mais de le relancer en version numérique, d'où ce Idée Jeudi, qui est une première, et que je suis donc très heureux de lancer, et très heureux de lancer avec Gilles, parce qu'on est vraiment dans l'esprit. C'est Idée Jeudi, c'est l'occasion de faire intervenir des personnes qui sont extérieures à notre secteur, mais qui sont des penseurs ou des praticiens ou des experts, et justement de pouvoir dialoguer pour pouvoir penser ensemble le futur de l'habitat. Donc très heureux de lancer ce Idée Jeudi. Merci beaucoup Mathias. Donc une petite information pratique pour tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez poser vos questions sur le chat à côté de la vidéo. Elles nous seront remontées et nous ne manquerons pas de les poser à nos invités pour les faire réagir. Voilà. Alors, donc, comme je vous le disais, nous recevons Gilles Babinet. Donc Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes à distance pour le coup. Alors, je ne vais pas dérouler tout votre CV, on n'aurait pas suffisamment le temps, mais ce que je peux dire de vous, c'est que vous êtes un entrepreneur. Vous avez présidé le Conseil national du numérique. Vous êtes le représentant de la France pour le numérique auprès de la Commission européenne. Vous êtes membre actif de l'Institut Montaigne et auteur de nombreux ouvrages, dont notamment la transformation digitale, l'avènement des plateformes en 2016. Alors Gilles, pour introduire notre propos d'aujourd'hui, vous pensez que la technologie va jouer un rôle majeur dans l'habitat de demain. Pouvez-vous nous dire sur quelle technologie, avec quelle technologie et sur quelles applications en particulier? Oui, effectivement, c'est un sujet absolument passionnant parce que finalement, on investit beaucoup d'argent dans l'habitat en général et en particulier dans l'habitat social. Et on se rend compte que la technologie permet de repenser la façon dont on interagit avec les locataires. Ça permet d'avoir une efficacité finalement du bâti qui est supérieure. Je pense qu'il y a 3 grands domaines sur lesquels on peut intervenir. Le premier d'entre eux, c'est un domaine dont on parle beaucoup ces jours-ci avec la Convention citoyenne pour l'environnement, c'est la rénovation énergétique.
Là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant à faire avec la technologie. Le deuxième, c'est tout simplement l'exploitation du bâti, c'est-à-dire tout ce qui est les opérations de maintenance qu'on met en œuvre notamment avec le BIM, ce genre de choses. On arrive à avoir une exploitation qui est plus efficace. Et puis le troisième, c'est l'engagement citoyen, le fait que lorsque vous êtes dans un immeuble, vous pouvez participer et potentiellement être un locataire actif. Et donc ça, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à tout un tas de services. Donc je développerai sans doute plus tard, mais le fait par exemple de faire du covoiturage pour aller travailler, ça vient pour ainsi dire avec le bâtiment. Le fait d'avoir un meilleur taux d'usage, c'est aussi quelque chose que l'on découvre et qu'on est capable de faire grâce à la technologie. Merci beaucoup, Gilles. Du coup, je vous propose d'aborder tout de suite la première thématique. Donc, la construction et la rénovation des bâtiments, et peut-être un focus particulier sur la rénovation énergétique. Eh bien, écoutez, Gilles, puisque vous aviez la parole, je vous la laisse sur ce sujet. Oui, alors le sujet est un sujet qui n'est pas un mince sujet, parce que on parle d'investir des dizaines de milliards d'euros dans les années à venir pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, évidemment, on peut le faire comme on l'a beaucoup fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, en gros, vous avez une facture qui arrive et l'État prend en charge tout ou partie de cette facture, pour l'instant plutôt partie d'ailleurs. Mais finalement, on ne va pas tellement se soucier de savoir si ça a bien été fait. Et d'ailleurs, il y a un débat aujourd'hui sur l'efficacité des travaux qui ont été engagés. Et c'est compliqué d'arriver à mesurer ça parce que finalement, le bâti, il est extrêmement variable d'une région à l'autre. Les entreprises qui peuvent intervenir ont des expertises qui sont différentes les unes des autres. Et la première chose que l'on peut faire, c'est accroître la qualité de l'audit préalable. Donc, on a aujourd'hui des techniques d'audit qui sont assez simples. On vient avec des caméras infrarouges, et puis on repère qu'il y a des endroits où ça fuit plus que d'autres. Voilà. On se rend compte que en utilisant la technologie, on peut d'abord automatiser l'audit, notamment avec les drones. On peut faire en sorte qu'on soit plus systématique dans la façon dont on va mesurer les fuites thermiques dans un bâtiment. Et puis, on se rend compte que on est capable finalement d'avoir des traitements de l'information qui remonte, qui vont faire en sorte qu'on peut structurer littéralement des plans et dire où est-ce que ça fuit le plus, où est-ce qu'il faut intervenir en priorité. Et donc ça veut dire que la résolution, déjà on peut intervenir sur la résolution que l'on souhaite avoir. Et finalement, là on rentre dans la deuxième phase où on peut avoir des systèmes experts qui vont être capables finalement de dire, ben voilà, ça c'est un bâtiment qui a été construit de telle façon, et donc le type de résolution qu'on voudrait avoir, c'est plutôt de l'isolation externe ou interne, ou du traitement par du double vitrage, etc., etc. Et puis après, on a un troisième aspect, c'est évidemment le suivi de l'intervention et de s'assurer que on a quelque chose qui est efficace, qui est littéralement efficace. On peut repasser par un audit en phase ultime sur ce genre de choses. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis, enfin, pour compléter tout ça, il y a quelque chose dont on a aussi parlé récemment, puisque le gouvernement a fait un petit effort là-dessus, c'est le fait d'installer des dispositifs qui sont dynamiques, notamment des thermostats intelligents sur les radiateurs qui existent, sur le système thermique de l'immeuble. Ça, c'est extrêmement efficace. C'est un investissement qui est marginal et qui est vraiment très efficace. Donc tout ça participe beaucoup finalement une nouvelle façon d'approcher par la technologie l'efficacité énergétique des bâtiments. Ah, mais c'est intéressant, Gilles, parce que là, vous interpellez le secteur sur ses façons de construire, sa façon de travailler. C'est vrai que, il y a deux choses, moi, qui me font réagir peut-être à ce que vous dites, Gilles. C'est la première, c'est qu'on a en tous les cas, dans notre secteur en général du bâtiment, de l'habitat, on a toujours un enjeu
rationalisation et d'optimisation des modes de faire, des modes de construire, c'est certain, et des modes de réhabiliter. Et c'est sûr que vous n'avez pas encore parlé des aspects numériques et autres, mais il y a certainement aujourd'hui des progrès qui sont à faire, et on peut constater quand même qu'aujourd'hui, c'est pas si simple que ça à diffuser. On reste encore, en tout cas dans la façon qu'on a, nous, en tant que praticien, moi quand je vois côté Logéo, hein, on reste encore dans l'acte de construire, dans l'acte de réhabiliter, on reste encore assez artisanaux. Et on l'est pas que pour les mauvaises raisons. On l'est parce que construire, c'est aussi un acte de création, il y a un architecte. On l'est parce que toute opération immobilière, c'est aussi un acte politique. On le fait dans un territoire, on le fait en lien avec des villes, en lien avec un environnement de ville, un environnement urbain, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et on le fait aussi parce que c'est un acte humain. C'est à chaque fois, on réhabilite ou on construit dans un environnement où il y a des gens qui habitent, des gens qui vont habiter, ou des voisins. Et tout ça suppose à chaque fois un travail vraiment sur mesure, très fin d'interaction avec à la fois les villes, mais aussi tous les habitants. Et tout ça fait que on est pour des bonnes raisons, beaucoup dans des processus qui restent de création, des processus assez artisanaux, où effectivement, parfois, on peut être amené à réinventer plusieurs fois les mêmes choses. Et la deuxième chose qui me fait réagir, Gilles, à ce que vous dites, c'est le suivi. C'est qu'on sait très bien que la technologie peut apporter beaucoup en termes de gains de performance, mais la dimension de l'usage après des bâtiments, comment ils sont utilisés, comment les habitants de ces bâtiments utilisent ce bâtiment, comment ils se chauffent, comment ils utilisent leur logement, c'est absolument déterminant sur les performances qu'on aura après en termes de retour sur les investissements qu'on aura fait finalement en termes de politique environnementale. Oui, ça nous amène d'ailleurs beaucoup sur le deuxième sujet, qui est l'aspect serviciel des bâtiments. Je veux dire, on en avait parlé dans la réunion de préparation, mais un bâtiment de tertiaire, son taux d'usage, c'est 28, 30, 32%. C'est extrêmement faible, tout simplement parce que on travaille 35 heures par semaine et qu'une semaine, il y a beaucoup plus d'heures que ça. Donc par définition, il y a déjà structurellement un faible taux d'usage. Et puis, c'est des bâtiments qui sont vides quand ils ne sont pas loués, qui sont vides pendant les vacances. Et ça, voilà, ça oblige à avoir, je dirais, ça limite profondément l'efficacité du bâtiment. On a mobilisé des moyens techniques, du ciment qui est extrêmement émetteur de carbone pour faire ce bâtiment. Et puis après, structurellement, on n'a qu'un tiers d'usage. Donc là, il y a une vraie réflexion, je pense, de la part des urbanistes, des bailleurs sociaux, des bailleurs du bureau professionnel, pour finalement faire ce qu'on appelle de l'usage mixte. Et on se rend compte que on a tout un tas d'opportunités qui peuvent en découler, qui font qu'il peut y avoir des salles de réunion qui sont partagées entre des gens qui vont faire de l'usage vraiment privé et puis de l'usage professionnel. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut faire. Et puis, d'une façon générale, on se rend compte que finalement, plus on engage les usagers dans le bâtiment, plus la part de service qui va faire en sorte que ces gens vont se mobiliser, plus on va avoir d'une façon générale un meilleur respect de l'environnement à l'égard du bâtiment, et puis surtout un bien-être qui sera extrêmement important. Et je crois que là, on découvre tout juste le potentiel de la technologie à cet égard. Les Scandinaves ont beaucoup ouvert la voie, ça fait des années qu'ils construisent d'une façon qui est totalement différente de ce que l'on fait en France, avec des cuisines partagées, des buanderies partagées, etc. Il y a aussi beaucoup on va dire, de conditionnement culturel à cet égard. Mais justement, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'on n'aurait pas voulu faire auparavant parce qu'on n'a pas la même culture, souvent on est prêt à le faire. Typiquement, le covoiturage, je pense que c'est assez loin de notre culture au départ. Et puis, des choses comme Blablacar l'ont largement popularisé. Et je pense qu'aujourd'hui, des actes de covoiturage pour aller travailler, c'est tout à fait accepté, alors qu'il y a probablement 7-10 ans, ce n'était pas quelque chose qu'on aurait été prêt à faire. Et là encore, il y a la capacité d'accroître d'abord le bilan carbone des usagers, mais aussi d'accroître le bien-être, parce que si vous allez au travail avec quelqu'un qui habite dans votre barre d'immeuble que vous ne connaissez pas, vous allez le croiser quand vous promènerez votre chien, vous lui direz bonjour,
en termes de perception de ce que ça veut dire sur l'espace dans lequel vous vivez, c'est extrêmement différent. Et la technologie, elle permet paradoxalement, je dis paradoxalement parce que souvent on dit que la technologie éloigne les gens. C'est pas tout à fait vrai. Dans beaucoup de cas, on s'aperçoit qu'elle permet de créer de l'engagement et de rapprocher les gens. Alors justement, peut-être une question pour Mathias, puisqu'on parle de covoiturage, en filigrane, de co-living, etc. Ces usages semblent sortir un petit peu du champ de l'expertise d'un, entre guillemets, bailleur social, parce que je sais que Mathias n'aime pas cette expression. Est-ce que justement une entreprise sociale pour l'habitat a un rôle à jouer sur ces sujets-là, Mathias ? Alors oui, alors, la réponse à la question est clairement oui, hein, parce que dans entreprise sociale pour l'habitat, il y a un mot important, enfin il y a deux mots importants, hein, il y a trois mots, entreprise, sociale et habitat. Donc social, c'est la vocation, mais il y a le mot habitat. Et l'habitat, ça dépasse largement le logement. Hein. L'habitat, c'est pas simplement la boîte dans laquelle on habite. Hein. L'habitat, c'est le logement et toutes les conditions de la vie dans ce logement. Et donc, quand on est une entreprise sociale pour l'habitat, on est mobilisé sur effectivement ce qui constitue le cadre de vie dans le logement. Et bien évidemment, les services qu'il peut y avoir autour du logement font partie de ce cadre de vie. Donc, c'est clairement pour nous un sujet. Alors après, c'est vrai que Gilles, vous évoquez des expériences scandinaves qui paraissent, d'un point de vue culturel, assez loin quand même de ce qu'on peut vivre chez nous. Moi, j'aurais peut-être à ce stade déjà deux premières réactions. La première, c'est de dire qu'en France, il y a une chose où on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est dans ce qu'on appelle l'habitat participatif. C'est quand on inverse finalement toute la chaîne de conception du logement et qu'on met les habitants à l'initiative du projet, que le groupe d'habitants se constitue dès le départ d'un projet immobilier et qu'ensemble, ils dessinent leur futur immeuble. Là, dans ce cas-là, il y a une sorte de contrat un peu initial qui se crée entre les habitants. Et là, des formes d'habitat nouvelles sont possibles. Parce que là, c'est assez facile de se mettre d'accord pour dire il y aura une salle partagée, il y aura une chambre d'amis qui va être partagée, qui sera commune à l'immeuble. Plutôt que chacun ait une pièce de plus dans son appartement, on va avoir une chambre d'amis qui pourra être partagée au niveau de l'immeuble. On peut avoir des services en commun. C'est plus facile à penser quand le groupe d'habitants s'est constitué en amont et qu'il a été à l'origine même du projet. Donc ça se fait, mais ça reste effectivement assez marginal. Après, c'est vrai que tout ce qui concerne... C'est là peut-être que Gilles, vous pouvez nous éclairer, parce que, bon, vous avez parlé du covoiturage, mais c'est vrai que tous ces services qu'on va devoir, qu'on peut développer autour du logement, c'est-à-dire qui sont constitutifs de l'expérience de vivre dans le logement, ils dépendent de la technologie. Alors, je ne sais pas comment, dans vos références scandinaves, vous avez pu voir si effectivement cette mutualisation des espaces, est-ce qu'elle est servie par je sais pas, des conciergeries numériques qui fait que automatiquement on a une clé numérique et qu'on peut accéder chacun à tour de rôle selon un planning défini à la salle commune. Enfin, est-ce que ce genre de choses sont des choses que vous avez pu voir en pratique et qui, à votre avis, constituent un horizon, ou est-ce que on est encore dans le domaine du projet aujourd'hui ? Alors, moi, ça fait longtemps que je me suis intéressé à ces sujets, mais la nature du logement scandinave, en tout cas partagé, est très différente de ce que l'on a en France. C'est-à-dire que, vous n'aimez pas ce terme de bailleurs sociaux, mais les opérateurs sont plus souvent privés, plus souvent de petite taille, et effectivement, ils sont presque coopératifs. C'est-à-dire que vous êtes à moitié propriétaire de votre logement lorsque vous êtes dedans. Et il y a beaucoup de cas où vous pouvez en devenir propriétaire. La notion dans certains pays en tout cas, de logement locatif signifie quelque chose de très très différent de ce que l'on a chez nous. Mais je crois que ce qui est très caractéristique en tout cas de la culture scandinave, c'est l'engagement. L'engagement à tous les niveaux. Je suis extrêmement sensible à ce que vous dites, c'est-à-dire le fait d'être capable d'aller avant le projet chercher les futurs locataires. Voilà, moi je pense que la France a beaucoup de difficultés à s'inscrire dans ce type de démarche. On a une verticalité qui est problématique et qui est source de beaucoup de conflits. Et le logement social est un espace d'innovation qui est tout à fait intéressant pour essayer de faire ça. D'ailleurs, c'est, je pense, quelque chose qui, encore une fois, la technologie me semble intéressante. C'est-à-dire que
quand on discute avec des gens qui sont dans du logement social, il y a une notion souvent de distance avec les autorités en charge du logement qui est problématique. C'est-à-dire qu'on dit ah oui, c'est telle la régie de je ne sais quoi, ils sont très loin. Et cette notion de distance, c'est aussi une notion de verticalité, c'est-à-dire d'éloignement hiérarchique, pour ainsi dire, à cet égard. Quand vous avez un ascenseur dans une tour qui est en panne, c'est potentiellement dramatique. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller se balader parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils ne peuvent pas prendre ça, etc. Et quand ça dure plusieurs jours, il y a un sentiment de mépris, sentiment de se sentir totalement méprisé par ça. Et c'est idiot, mais quand vous avez de l'IoT, quand vous avez des ascenseurs connectés, ce qui est quasiment systématique aujourd'hui, qu'on est capable de faire un prédiagnostic à distance et donc d'intervenir de façon plus qualitative, parce qu'on ne va pas faire 3 allers-retours pour détecter la pièce, aller la commander, etc. Bon, vous avez un délai d'intervention qui est raccourci, ça c'est factuel, on le constate aujourd'hui, et vous avez un bien-être qui croît. De la même façon, quand vous commencez à avoir des bâtiments qui sont plus connectés et qu'on voit qu'on a des problèmes de chaudière, qu'on a des problèmes de différents types, sur l'interphonie ou des choses comme ça, bon, on intervient mieux et ça génère une satisfaction qui est supérieure aux individus. C'est pas la peine d'essayer d'aller chercher de l'engagement de la part des citoyens si l'ascenseur est tout le temps en panne, si les travaux sont pas faits, etc. Donc on sait qu'on a besoin d'efficacité parce que souvent les comptes de résultats de ce type d'exploitation sont la marge est extrêmement faible. Et donc, quand on a cette efficacité, quand on peut la reverser finalement dans des services additionnels qui vont créer de l'engagement et qui vont faire en sorte que le bâtiment coûtera moins cher à administrer d'une façon générale. C'est très étonnant d'ailleurs de voir que dans l'habitat social, vous avez des différences énormes avec des populations qui sont potentiellement les mêmes en coût d'exploitation. Et généralement, c'est une analyse que je fais et qu'on est libre de partager ou pas. Je pense que c'est totalement lié au fait qu'il y a de l'engagement ou pas de la part des locataires. Alors, moi là-dessus, Gilles, peut-être deux petites réactions. La première, c'est que je partage entièrement ce que vous dites sur le socle indispensable de qualité de service dont dépend la notion de respect et pratiquement de décence des conditions dans lesquelles on habite. Et ça, bien évidemment, si l'exemple que vous avez pris de l'ascenseur, il est plus que parlant. Simplement, et ça, là, comme on est un peu en ligne et que tout le monde peut nous voir, je voudrais juste profiter de l'occasion quand même pour peut-être essayer de contrer quelques idées reçues. Je pense sincèrement que globalement, les bailleurs sociaux, en termes d'exploitants de leurs immeubles, n'ont pas à rougir de la qualité de leur exploitation par rapport à ce que peuvent faire des opérateurs privés ou des syndics de copropriété. Voilà, je pense que... Alors après, c'est vrai que parfois, nous gérons des immeubles plus compliqués, parce que parfois on a des tours, etc. Parfois, nous gérons des immeubles qui sont plus compliqués à tenir aussi d'un point de vue social. Hein. Mais globalement, en termes d'expertise, de qualité de gestion, je pense qu'aujourd'hui, le savoir-faire est là et la réactivité, en tout cas, par rapport à ce genre de sujet, le secteur n'a pas à rougir par rapport à ce qui peut se faire dans le privé, où la qualité de service n'est pas toujours non plus au rendez-vous. Pour autant, là où je vous rejoins complètement, c'est sur la notion d'engagement, ce que vous appelez l'engagement des habitants, ce que nous on appelle un peu la participation, mais ça revient à peu près à la même idée. C'est que ça, c'est notre conviction, mais absolument centrale. C'est qu'on ne peut pas faire d'habitat sans les habitants. Alors, aujourd'hui, à force de tordre le bâton dans tous les sens et à force de violer un peu les cultures dominantes, on arrive maintenant à faire des vraies démarches de concertation sur des opérations immobilières. Maintenant, je pense que l'idée s'installe progressivement, que si on veut faire un projet urbain, si on veut faire une opération de rénovation réussie, on ne peut pas le faire sans les habitants. Et que essayer d'ailleurs de ne pas essayer de bypasser cette logique-là, c'est même perdre du temps, parce qu'à l'arrivée, on se prend des réactions, des rejets, etc. Donc je pense que cette idée-là qu'on ne peut pas faire du projet habitat, du projet urbain sans les habitants, elle commence à s'installer. En revanche, la deuxième frontière, si je puis dire, qu'on a atteinte maintenant, c'est qu'effectivement, gérer un immeuble,
ça se fait aussi avec les habitants. Et que là, je vous rejoins entièrement, c'est ce que vous appelez l'engagement, ce que nous appelle la participation, cette capacité à un moment donné à coproduire le service, à être vraiment dans une relation un peu partenariale avec des habitants qui sont engagés par rapport à leur habitat, et nous-mêmes à être capables de s'ouvrir à ça, c'est un élément déterminant de notre gestion. Et que si on veut faire habitat, si on veut demain pouvoir inventer de nouveaux services, si on veut demain pouvoir innover, et c'est indispensable de le faire avec les habitants. D'abord parce que rien ne se fera contre eux, et puis deuxièmement parce que potentiellement, vous le dites Gilles, on peut faire des milliards de choses. La question, c'est de savoir sur quoi on met notre investissement, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est efficace, et qu'est-ce que d'ailleurs on fait aujourd'hui qui ne sert à rien. Et tout ça, on ne peut le construire que dans un dialogue transparent et professionnel avec les habitants. Donc moi, je rejoins entièrement cette notion-là, et sans doute la technologie peut sûrement aider à structurer de façon beaucoup plus efficace aussi ce dialogue au-delà des formes traditionnelles qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui, je suis intimement convaincu. Ça fait plaisir de l'entendre quand même. Je pense que et effectivement, moi, je ne fais pas du tout de différence entre des bailleurs strictement privés qui ne font pas de social et les autres. Et je pense que finalement, les bailleurs sociaux, ils ont un avantage, c'est la massification. C'est-à-dire que quand vous avez, comme vous, des milliers de locataires, et vous cherchez à faire des choses qui sont démultipliables. Et vous avez, si je prends l'exemple qu'on vient de donner des ascenseurs, vous avez des batteries d'ascenseurs, et très clairement, vous allez pouvoir avoir une exigence par rapport aux sociétés de maintenance qui sera supérieure. Vous allez pouvoir monitorer ça quasiment de façon quotidienne. Voilà, ça va fonctionner de façon plus intégrée et plus efficace. D'ailleurs, ça nous amène, je pense, à un point qui est vraiment, je trouve, assez intéressant, qui, moi, me passionne, c'est finalement comment on passe d'une culture du bâti, de l'infrastructure, à une culture de service dans un domaine du temps long. Et je trouve que ça se fait pas trop mal. C'est-à-dire pour connaître un peu cet environnement de l'habitat social, il y a une vraie volonté de monter en charge. On a, à mon avis, une difficulté, c'est d'arriver à accéder aux compétences. C'est très tendu partout. On ne peut pas payer les gens le même prix que ce qu'on les paye dans des startups. Et donc, il y a la nécessité de créer des marques employeurs, c'est-à-dire de dire, écoutez, vous venez travailler dans l'habitat social, vous allez, au-delà du fait de faire du code intéressant, vous allez pouvoir vous engager pour les gens qui habitent dans ces logements-là. Et ça, c'est encore un peu à construire, quoi. Les gens ne vont pas spontanément se dire, les codeurs, tiens, c'est super d'aller travailler dans l'habitat social. Moi, personnellement, je pense que c'est plus intéressant que d'aller faire des ad serveurs. Alors là, Gilles, vous parlez malheureusement à quelqu'un qui vit ça au quotidien. Hein. C'est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jeune de 20 ans qui se dit « Tiens, j'ai envie d'aller travailler dans l'habitat social », spontanément, comme ça. C'est mon projet de vie. Plus sérieusement, notre secteur souffre d'un vrai déficit d'image, même au sein de l'économie sociale. Vous faites un sondage spontané dans la rue et vous dites aux gens « C'est quoi pour vous l'économie sociale ?» Les gens vont vous parler des mutuelles, des associations, des fondations, etc. Et personne ne va penser « Tiens, habitat social ». Alors même qu'on est indépendant, même d'un point de vue économique, hein, même en termes de poids économique, on est un des acteurs majeurs de ce secteur-là. Donc il y a un vrai problème d'image pour notre secteur, hein, qui peut s'expliquer par plein de raisons. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs, certains d'ailleurs justifiés dans le passé d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, il y a un vrai problème d'image en général. Et c'est vrai que l'accès aux compétences est pour nous un sujet absolument clé. Et quand en plus vous avez votre siège social qui n'est pas à Paris, mais qui est dans une ville un peu plus périphérique, même si elle est très, très séduisante comme Le Havre, l'accès aux compétences est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que notre travail à nous, effectivement, c'est d'abord de pouvoir recruter un peu partout, hein, en Île-de-France, en Normandie, pour pouvoir mixer les compétences, et d'avoir un travail très très fort, très en amont au niveau des centres de formation. On intervient dans les grandes écoles de commerce, on intervient à l'université pour aller en amont
rencontrer cette population étudiante qui parfois fait des études de business. Hein. On intervient par exemple à l'ESSEC ou ce genre de choses. Quand vous êtes à l'ESSEC, il y a une chaire économie sociale. Et il y a chaque année 10%, 5 ou 10% des étudiants qui ont envie de faire autre chose de leur vie que d'aller travailler dans une banque et qui s'intéressent à l'économie sociale. Et notre enjeu à nous, c'est d'attirer vers nous ces gens-là, d'attirer ces jeunes, parce qu'on a absolument besoin de ces compétences pour pouvoir poursuivre notre métier et faire cette mutation que vous évoquez, cette mutation vers une entreprise de service à part entière, parce que c'est vraiment ça. On est avant tout une entreprise de service. Notre métier, c'est certes de construire beaucoup, mais c'est surtout de gérer des logements. C'est avant tout du service à des milliers d'habitants. On a 25 000 logements. 25 000 logements, c'est une population d'environ 60 000, 70 000 personnes. Donc c'est quasiment une ville moyenne en termes de taille. Alors, je vais vous poser une question qui nous est parvenue par le fil. Alors, comment intégrer les habitants ne maîtrisant pas du tout les nouvelles technologies à ces pratiques? Quelle place pour les collectivités, les EPCI, dans cette démarche, notamment en termes de diagnostic? Et la question se termine par: les conférences intercommunales du logement ne peuvent-elles pas être une porte d'entrée pour le développement de ces pratiques sur les territoires? Alors, c'est une question en tiroir. Donc, Gilles, peut-être peut-être sur la première partie, comment intégrer les habitants ne maîtrisant pas du tout les nouvelles technologies? Je ne sais pas qui la prend en premier. Enfin, bon, je vais. Okay. Oui, la réponse est tout à fait oui. Il y a un vrai sujet, et c'est d'ailleurs, ça rejoint la marque employeur, de créer des référentiels, et donc ça veut dire de communiquer. Moi, je pense que effectivement, faire une forme de... Ça existe d'ailleurs, la Caisse des dépôts crée ça chaque année, mais de faire une grande rencontre de l'activité territoriale et de faire en sorte que l'habitat social puisse mettre en avant ces cas, c'est tout à fait essentiel pour que on arrive à communiquer les nouveaux types d'usages. Maintenant, par rapport à l'illittératie numérique, oui, l'habitat social est un des lieux où ça s'exprime. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Dans l'illittératie numérique, il y a deux sujets. Il y a l'accès, donc la connectivité, et puis il y a la compétence. Et ça, c'est deux problèmes de nature assez différente. Sur l'accès, je pense que l'habitat social est plutôt bien servi. Ne serait-ce parce que on peut faire ce qu'on disait à l'instant, mutualiser les investissements. Donc, vous faites une seule tranchée, vous raccordez toute une barre d'immeubles, et c'est plusieurs dizaines, parfois centaines de logements qui sont raccordés. À ma connaissance, ça se passe pas trop mal. Je sais qu'il y a encore des frottements, je sais qu'il y a des zones qui sont mal couvertes, mais on va dans la bonne direction. Sur l'illittératie numérique, la partie compétence, ça s'exprime de plusieurs façons. Ça peut être la maîtrise de la lecture et de l'écrit. Ça, c'est assez lourd. Voilà, donc là, c'est, je crois, la compétence de l'habitat social d'être capable de se mettre en connexion avec les opérateurs qui sont à même de pouvoir soutenir les locataires à cet égard. Et puis, on a aussi des problèmes de formation. Donc là, je rappelle que le gouvernement a lancé une initiative de chèque emploi formation pour apprendre aux gens à pouvoir accéder aux compétences. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre et ça passe encore une fois avec un bon relais avec les autorités territoriales qui ont décidé de se saisir de ces problèmes qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. C'est-à-dire, ça peut être la commune, mais pas forcément. Ça dépend de la façon dont c'est structuré dans le territoire. Mais en fait, ça nous ramène à un enjeu, c'est vraiment que la part de service du logement social ne cesse de croître. Et donc avoir une bonne compréhension de qui on loge, quels sont les enjeux, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que vous n'allez pas demander à chaque fois aux gens qui viennent chez vous de vous remplir un questionnaire détaillé, surtout quand ils ne savent pas forcément bien lire et écrire. Donc c'est assez subtil.
Et je dirais que l'engagement aide beaucoup. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a un taux d'engagement qui est faible, bah, on peut essayer de comprendre ce qui se passe, aller sur le terrain, essayer de rencontrer les gens. Quand on a un taux d'engagement qui est fort, mais qu'on voit qu'il y a des gens qui ne participent pas, là aussi, on peut aussi faire en sorte d'aller chercher les gens qui participent et d'essayer de comprendre ce qui se passe, voilà, de cerner les problèmes. La technologie aide à aller sur le terrain, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté des autorités de gestion, des locataires, pour faire en sorte que ce soit le plus inclusif possible. Je pense que potentiellement, l'habitat social a un très très grand rôle à jouer à cet égard. Oui, moi je rejoins ce que vous dites, Gilles. Hein, dans tous les cas, il est évident que la fracture numérique existe. Donc notre enjeu à nous, c'est effectivement de mobiliser le plus possible les outils numériques quand c'est possible, mais bien évidemment, tout en conservant une présence locale et physique très forte, et puis d'accompagner effectivement, quand on le peut et comme on le peut, ces mutations vers une plus grande appropriation de ces outils. Donc ça, là-dessus, là, je vous rejoins bien. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite au troisième sujet qui finalement rejoint tout ce qu'on vient de se dire, à savoir le vivre ensemble et la mise en commun des ressources. Alors Gilles, vous avez également évoqué en introduction le vivre ensemble. Pour vous, c'est quoi exactement? À quoi pensez-vous quand vous parlez du vivre ensemble? Ouais. C'est évidemment, vivre ensemble, c'est commencer par pouvoir partager sur des petits enjeux quotidiens de tous les jours. Moi, une initiative que j'ai beaucoup aimée et que j'ai observée d'ailleurs à plusieurs endroits, c'est les jardins potagers collectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs vient aussi des pays scandinaves, hein, me semble-t-il. Au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves, ça fait depuis les années 60 et 70 que l'habitat social s'est emparé de ces sujets. Maintenant, on voit ça de façon assez fréquente en France. Et je trouve que c'est tout à fait remarquable parce que c'est vertueux à plein d'égards. D'abord, ça entretient l'espace. Vous avez des zones, des pelouses qui sont à moitié pas très bien traitées, etc. Et là-dessus, vous allez mettre un jardin potager donc, qui va s'auto-entretenir d'une certaine façon. Ça crée de l'engagement, les gens se connaissent, ils partagent des vrais problèmes, des vrais enjeux communs, parce que pour faire tourner le jardin, il faut y passer du temps, donc vous allez discuter avec les gens. Ça a une capacité de mixité sociale qui est extraordinaire. L'objectif, c'est de faire pousser des carottes, pas de savoir si on est de la même classe sociale ou pas, et c'est extrêmement efficace. Et puis, c'est très résilient. C'est-à-dire, dans le contexte qu'on vient de connaître, la crise du Covid, ou des crises environnementales auxquelles on va devoir faire face, c'est tout à fait remarquable. Et la technologie est évidemment hyper efficace pour ça. Je veux dire, le meilleur tutoriel qui existe, c'est une plateforme qui s'appelle YouTube. Donc c'est très simple de voir comment ça peut fonctionner. Puis on peut aller chercher des ressources qui sont mises en œuvre. C'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser cet espace? Comment j'interagis avec le entre guillemets bailleur social pour lui demander si je peux le faire? Est-ce qu'il va m'aider à mettre en place des ressources à cet égard? Donc les ressources, c'est des choses extrêmement simples. C'est par exemple d'avoir un coffre qui ferme à clé pour pouvoir mettre les truelles, les graines, ce genre de choses. Une clé qui potentiellement est une clé électronique qui va être attachée au dongle qui permettent d'accès aux immeubles. Et donc, on la gère à distance, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est un petit exemple de ce que l'on peut faire. Mais vraiment, c'est voilà, les potentialités qui sont ouvertes à cet égard sont, à mon sens, innombrables. Non, bah moi je partage entièrement. Puis et là, pour le coup, là, Gilles, ce que vous évoquez, ça évoque des sujets qu'on met déjà en pratique. Donc, on met en pratique aujourd'hui de façon à la fois expérimentale, mais déjà quand même assez répandue, donc de jardin partagé, avec même aussi parfois des approches un peu plus structurées pour essayer vraiment de contribuer à structurer des vraies chaînes d'agriculture urbaine, donc qui peuvent aller encore plus loin que du jardin partagé. Donc, c'est des sujets vraiment moi, je vous rejoins entièrement. On y croit beaucoup, et ça peut même être
la composante de vrais projets de rénovation urbaine, enfin, d'intégrer cette dimension-là. On a des exemples, nous, dans la métropole de Rouen, où on travaille vraiment sur un projet de rénovation urbaine dans lequel le volet agricole, c'est-à-dire l'exploitation de plein de pelouses aujourd'hui inutiles et non utilisées, va être une des composantes centrales de la rénovation du quartier. Voilà, ça va être en plus de ce qu'on va faire sur le bâti, parce qu'effectivement, ça va être une façon je pense, de changer l'expérience de vie des habitants, et puis aussi de changer la place du quartier dans la ville, parce que peut-être ce quartier va devenir un peu un centre de ressources pour la ville, sur ce volet agricole. Donc moi, c'est des sujets qui nous parlent beaucoup. Peut-être, Gilles, j'aimerais même vous relancer, parce qu'on parle du vivre ensemble là, sur des aspects du quotidien. Je me demande si aussi il n'y a pas une nouvelle frontière un peu du vivre ensemble maintenant autour de l'habitat, en lien avec le travail. Oui. Parce que nous, on voit bien aujourd'hui quand même, c'est vrai que la crise Covid nous a confrontés à ça très fortement tous, hein, c'est qu'il y a bien sûr le fait qu'on peut être amené, et sûrement que demain on le sera plus qu'hier, à travailler soit dans son logement, soit à vouloir travailler peut-être au pied de son logement, pas forcément son logement, mais dans des espaces un peu dédiés, mais sans forcément aller sur son lieu de travail. Et là, je ne sais pas si Gilles, ça fait écho à des choses qui... Parce que c'est aussi un élément du vivre ensemble, hein, c'est comment on se retrouve aussi autour de cette fonction travail. Écoutez, c'est une excellente question. J'étais récemment avec le management d'une très grande société de conseil, ce qu'on appelle l'un des Big Four. Je lui disais, mais qu'est-ce que vous tirez comme crise du Covid? Il me disait, en fait, nous, c'est pas tellement de dire tout le monde travaille chez soi. Ce qui est apparu, c'est plus on travaille plus près de chez soi. Et il dit, nous, on a un siège social qui est là où tout le monde vient travailler sur Paris, etc. Ce qui commence à se tramer, c'est on divise la taille de siège social par 2 ou par 3, et puis on ouvre des petits espaces de travail un peu partout en Île-de-France. Voilà, donc ça, je pense, c'est une réflexion extrêmement intéressante. Et je pense qu'effectivement, une façon dont on crée de la mobilité sociale, c'est pas en disant aux gens qui vivent dans le logement social, vous allez descendre en bas et vous allez travailler au pied de chez vous. C'est en disant ça, mais c'est aussi en disant à des gens qui vivent en centre-ville, vous allez travailler à côté des gens, enfin dans le lotissement social. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu, notamment avec la baisse de la part de PIB industriel. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces débats qui sont un peu longs, mais il y a eu une ghettoisation spatiale très forte qui s'est créée au cours des 40 dernières années. Et là, la technologie peut nous aider à casser ça. Alors c'est un travail de longue haleine, il faut justement être très inclusif, avoir une réflexion qui est généralement en amont des plans de rénovation. Personnellement, c'est une perception que j'ai, c'est que je pense que les grands plans banlieue qui ont quand même pas super bien marché étaient beaucoup trop dans une logique de verticalité. Si on veut faire quelque chose qui marche, je pense qu'il faut absolument les localiser et avoir des opérateurs de terrain qui vont intervenir très en amont et qui vont comprendre ces dynamiques. Ça, c'est vraiment très important. Au sein de la Caisse des dépôts, il y a une des pratiques qui s'appelle la rénovation des centres-villes et centres-bourgs, qui part de ça, qui dit, si vous voulez réussir à faire quelque chose qui fonctionne, vous faites de l'engagement dans la co-conception. Ah ouais. Ah non, mais c'est en tout cas, Gilles, c'est vraiment un sujet que nous on perçoit comme étant un sujet très central dans notre réflexion sur le futur de l'habitat. Et effectivement, un peu comme vous, c'est-à-dire, on se pose deux questions, hein. La première, c'est comment on conçoit des logements qui soient compatibles avec le fait qu'on travaille dedans, donc des logements qui puissent être un peu mixtes dans leur usage et assez flexibles pour pouvoir rendre l'usage du travail ou pas dans le logement. Ça, c'est la première question. Donc c'est notamment là, on a remporté il n'y a pas longtemps un appel à projet au Havre, par exemple, sur justement des logements un peu ateliers comme ça, des logements qui sont prévus, qui sont pensés dès le départ pour être aussi un lieu de travail, notamment par rapport à des couples biactifs dont un des deux voudrait rester à domicile pour travailler, pour développer son activité. Et puis l'autre sujet qu'on se pose, effectivement, là ça touche vraiment au quartier, c'est comment
comment et où on peut effectivement être amené à créer au contact de nos immeubles ou dans nos immeubles, ces lieux de travail qui sont des lieux un peu en dehors du logement, mais où on peut venir travailler. Et du coup, on recrée une sociabilité aussi, parce que ce sont des gens d'entreprises différentes qui se retrouvent à travailler au même endroit et qui recréent une sociabilité de proximité pour pouvoir travailler un jour ou deux par semaine sans être forcément chez eux, mais en étant dans un lieu où quand même, une sorte de coworking, où quand même il y a les ressources pour travailler dans de bonnes conditions et sans être forcément dans sa cuisine en train d'essayer de faire une visio un peu poussive avec la cafetière à côté. Donc on réfléchit vraiment à comment on peut introduire cette dimension activité en lien avec l'habitat. Et ça peut être un élément de socialisation aussi important dans les quartiers, notamment pour revenir sur ce que vous disiez, l'espèce de ségrégation un peu spatiale qu'il y a eu pendant très longtemps. Là, peut-être qu'il y a une occasion d'inverser un peu la pente, peut-être là-dessus. Eh bien, messieurs, le compteur tourne. Je vous propose qu'on passe à la conclusion. Je vous livre une ultime question qui va vous permettre peut-être de conclure sur ce sujet. Quelle forme pourrait prendre une initiative permettant de rapprocher deux mondes qui, on le perçoit un petit peu à travers vos discussions, commencent à dialoguer timidement, à travailler ensemble, mais au-delà de simples expérimentations, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le monde, on va dire, de la technologie, du digital et le monde du logement au sens large et plus particulièrement des ESH se rencontrent et puissent aller beaucoup plus loin que les expérimentations qu'on a vu naître aujourd'hui. Peut-être Mathias, est-ce que vous voulez réagir ? Gilles, je pense ça va Gilles un petit peu. Oui, alors merci pour cette question parce qu'elle est absolument fondamentale. Me semble-t-il, il y a 2-3 choses à faire. Il y a d'abord un travail de communication. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette perception qui est logement social, c'est un truc encombrant et poussiéreux. Et donc, évidemment, mettre en avant des applications. Je veux dire, ce qu'on vient d'évoquer comme les jardins potagers partagés, c'est un super sujet parce que on peut mettre de l'IoT dans les carottes, on peut faire de l'engagement, on peut faire des tutos, enfin je veux dire, c'est illimité le champ d'expression, et puis ça touche les gens parce qu'il y a cette notion de résilience et d'environnement qui est extrêmement présente. Mais finalement, c'est pas populaire, c'est pas très connu, enfin c'est peut-être populaire, mais c'est pas connu, notamment dans les classes supérieures. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Le deuxième volet, c'est tout simplement faire du workshop, c'est-à-dire de dire, OK, on va faire régulièrement, et je crois que vous le faites, hein, Mathias, c'est des espaces de rencontre, on va mettre des designers, des codeurs, des urbanistes, des architectes, et puis évidemment, des gens qui vivent concrètement dans l'habitat social, et on va leur dire, OK, on est là pour créer, on est ouvert, on n'a pas le droit de dire non. Ça, moi, je le fais vraiment souvent, j'adore ça, je trouve ça passionnant, ce qu'il en sort, c'est toujours inattendu, et c'est pas forcément pour faire le truc concret qui va résoudre le problème de demain, mais ça crée plein de choses, notamment ça crée des gens qui vont de plus en plus s'engager parce qu'ils ont aimé cette expérience, ils vont en parler autour d'eux, et puis on va avoir également des comptes rendus qui vont être réplicables dans d'autres univers. Et enfin, je pense que il faut lutter, enfin personnellement c'est ma perception, contre, je suis désolé de le dire, ça va sembler un peu brutal, mais contre cette volonté de l'État central de faire des politiques publiques à cet égard. Il faut que ça descende. Il faut rapprocher ça du terrain. Moi, je trouve que les plans Borloo et tout ça, ça contient des tas de choses qui sont très intéressantes. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'arriver à ramener l'expertise vers le terrain. Et les opérateurs comme vous sont absolument essentiels dans cette transformation qui finalement, si vous voulez, moi je lis 3 grands moments dans l'habitat social. Je lis les 30 Glorieuses, donc on construit des bars et tout le monde est très content d'y être, etc., dans une logique très, je dirais, emploi industriel. Deuxième période, c'est une période très déliquescente qui va s'étendre des années 80 à
grosso modo un peu maintenant, aujourd'hui. Puis là, on a une troisième période où on a décidé, à la fois pour des questions de rénovation énergétique, puis en même temps parce qu'on a la technologie de reprendre la main, et puis aussi parce que les gens peuvent travailler de chez eux, hein, avec Internet, etc. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, etc. Donc, il y a un certain nombre de faisceaux convergents qui permettent de complètement repenser ça. C'est une super opportunité et il faut y aller, quoi. Bah, enfin, moi peut-être pour en complément de ce que dit Gilles, hein, d'abord, moi je pense qu'effectivement qu'il faut, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut croiser les regards, croiser l'expérience et le faire au niveau territorial. Effectivement, je pense que c'est en travaillant, non pas de manière centralisée, mais à l'échelle des territoires qu'on arrivera à se donner les bonnes idées en associant les habitants, les experts, enfin en croisant les regards. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gilles. Après, en tant qu'opérateur, on a une deuxième exigence, c'est de faire. C'est faire la démonstration par la preuve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rate une occasion sur un projet qui en a le potentiel, de démontrer que ce qu'on imagine, ça peut marcher. Que oui, faire l'agriculture urbaine, même si ça peut paraître étonnant pour un bailleur social, mais ça peut marcher. Oui, qu'un bailleur social puisse, à un moment donné, prendre en charge dans un quartier central, en pleine reconversion, la mise en place d'un tiers-lieu qui va redynamiser le quartier directement, oui, ça peut marcher. Qu'un bailleur social puisse, à un moment donné, développer de son propre chef, des nouveaux espaces de coworking, etc., oui, ça peut marcher. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse la preuve aussi par des réalisations concrètes, qu'on apprenne en faisant, avec humilité, mais en même temps en étant aussi assez exigeant sur faire. C'est en faisant qu'on va aussi, je pense, montrer que des choses sont possibles et puis qu'on va aussi progressivement pouvoir évoluer vers cette logique de service qu'évoquait Gilles Babinet, je pense. Merci beaucoup Mathias Lévy-Noguer, merci beaucoup Gilles Babinet, ainsi s'achève notre premier Idée Jeudi. Alors je vous donne rendez-vous pour les 2 prochains du même cycle. Les dates vous seront communiquées très vite sur la plateforme Eventbrite et sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons tous une excellente journée.